Hello, bienvenue sur la chaîne Spectaculaire, je suis très heureux de vous retrouver. Écoutez, nous partons pour un troisième épisode d'Artistes en Lumière. Je rappelle un petit peu le concept pour les nouvelles et les nouveaux. En début d'année, j'ai décidé de partir à la rencontre d'artistes de divers horizons. Et aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de la compagnie Crazy Air. Je pense que ça va être assez vertigineux. Allez, on y va, c'est parti! Bonjour Cécile, bonjour Dianis. Bonjour Sébastien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer enfin. J'avais découvert votre travail à travers Vie dans le vide et plus récemment Drop. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est votre rôle dans cette compagnie? Oui, effectivement, on est les fondateurs, donc on a fondé la compagnie et on est aussi les dirigeants. Et on est garant en fait des valeurs de la compagnie, la ligne pédagogique, artistique et associative de la compagnie. On est spécialisé en voltige aérienne. Voilà, c'est ça, voltige aérienne. Grands aériens, ouais. Les aériens qui se balancent, que les petits aériens, qui sont les aériens plus fixes, comme le tissu, la corde, le trapèze, le cerceau, qui sont grands aussi, mais ils sont fixes, donc on dit les petits aériens. En fait, on est plusieurs familles, il y a entre guillemets plusieurs familles d'aériens, donc comme dit Dianis, d'aériens fixes avec tout ce qui est tissu, corde, etc. Et les grands ballants, donc ça, ce sont des disciplines, en fait, des disciplines qui permettent qu'il y ait un large cercle en fait avec un agrès. Ça peut être du tissu ballant, du trapèze ballant, du trapèze volant, mais il y a aussi le cadre aérien et le cadre coréen qui sont deux façons différentes de porter. Qui se pratiquent en binôme. Et nous on fait essentiellement du trapèze volant. Et dans le trapèze volant, on intègre du cadre aérien et ou du cadre coréen. Il y a le cirque, il y a plusieurs disciplines, il y a l'aérien. Et qu'est-ce qui vous a séduit justement dans cette discipline, l'aérien, la voltige? Moi, j'en fais depuis que je suis petit, en école loisirs. Ouais. Je me suis inconsciemment dirigé vers l'aérien, plus que l'acrobatie ou autre chose. Si je devrais trouver une raison, à part le fait que j'ai aimé ça, moi je suis handicapé des pieds. Donc je me suis mis au cirque pour faire de la rééducation, pour entretenir la mobilité. Et je pense que j'étais plus à l'aise en l'air où j'avais pas besoin d'utiliser les pieds qu'au sol. Donc je pense qu'inconsciemment je me suis dirigé vers les aériens. Mais après le fait d'être en hauteur, libre, il y a une mini part de risque, vu qu'on est un peu plus haut qu'à la normale. Moi, c'est ce qui m'a séduit. Et j'ai découvert sur le tard le trapèze volant. C'était un rêve d'enfant quand j'allais dans les cirques, voir ça, dire un jour. Même non, je crois que j'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais pu le faire. Et quand j'ai eu l'opportunité, j'ai dit banco, on y va, on essaye. J'aime ou j'aime pas, qu'en essayant qu'on verra. Et j'ai adoré. Moi, à la base, j'étais chorégraphe dans les villages vacances. Parce que j'avais besoin de partir de mon orientation professionnelle première et je faisais de la danse donc en pratique amateur et donc je suis partie en chorégraphe. De là j'ai rencontré le trapèze volant dans un des villages où j'étais et c'était incroyable, ça a été une révélation et je me suis dit je vais faire ça de ma vie et du coup je me suis formée par l'intermédiaire de ces villages vacances. Et du coup, j'ai continué à me former au fur et à mesure parce qu'à la base, je voulais rentrer dans les écoles, mais j'étais trop vieille à la suite de ce travail. Et puis, j'ai continué à me former. Et pourquoi l'aérien spécifiquement plutôt que l'acrobatie parce que moi, déjà, je ne suis pas vraiment acrobate. C'est pas si évident que ça d'être acrobate, au final. Et l'aérien, c'est quand même un moyen assez accessible, même s'il faut beaucoup de travail, pour créer quelque chose et dire quelque chose avec son corps, ce qui me rapprochait quand même un petit peu de la danse. Et donc voilà, donc c'est ça en fait, c'est par cette intermédiaire-là que j'ai trouvé un moyen d'expression. Et après le trapèze volant, parce que c'est juste incroyable la sensation d'adrénaline qu'on peut avoir quand on touche une barre, on rattrape un porteur ou une porteuse. Ça permet de prendre de la hauteur sans forcément être hautain ou hautaine. Ça permet d'avoir de la hauteur et d'avoir une vision un petit peu plus large. Et c'est ça aussi qui est assez incroyable. Et puis
acrobatiquement, quoi, il y a quand même de l'acrobatie et ouais, ça peut aller très très loin et c'est ça qui est assez puissant. Voilà. C'est là, les ressentis, les sensations que ça vous provoque aussi, l'adrénaline et il y a autant de risque. Il y a autant cette sensation quand on se lâche au filet volontairement, quand on tombe dans le filet pour descendre de la barre, il y a cette sensation de liberté, d'apesanteur quand on tombe. Moi, c'est une des sensations que je préfère. Et ce que j'aime bien dans cette discipline, comparé par exemple à des disciplines à la sensation comme le saut en parachute ou le saut à l'élastique, que je n'ai jamais osé faire, hein. Donc je parle de quelque chose que je connais pas, mais on est acteur de ce qu'on fait tout le long. C'est-à-dire, tu te lances, mais après, si tu veux avoir ta hauteur, tu es obligé d'être acteur de ce que tu fais. Tu balances, le saut en parachute, tu as sauté, et après, tu es plus passif, même si j'imagine que tu dois quand même contrôler des trucs. Et le saut à l'élastique, c'est un peu pareil, c'est le même style de sensation. Il faut que tu aies confiance en toi, parce que si on va dire sur des pros qui sont pas attachés, mais on apprend tous attachés maintenant, on commence comme ça, et au fur et à mesure, quand on maîtrise et quand on sait tomber, mais on n'est plus attaché. Tu as vraiment cette sensation de mini-risque, même si on sait comment tomber. Ça, c'est le côté plus de travail seul, quand nous, on est en voltige, et après, le côté de travail avec le porteur. Il y a toute cette cohésion, cette synchronicité qu'il faut avoir, et cette confiance en l'autre. On ne le trouve pas dans toutes les disciplines non plus, ce travail. Il y en a quand même pas mal de disciplines où on le retrouve. Hein. Tous les mains à main, où il faut avoir confiance à son porteur. Les disciplines comme le CAD, le coréen, ou même les disciplines comme la banquine, tous les trucs qui se travaillent à plusieurs. Il faut faire confiance avec celui avec qui tu travailles, mais sur le trapèze volant, vu qu'on est peut-être plus haut, vu qu'il y a vraiment un moment de lâcher avant de se faire attraper, je pense que cette confiance, elle est encore plus. Et ce que j'aime bien, après je te laisse parler, c'est que c'est un travail, trapèze volant, c'est pas un travail forcément qu'à deux, c'est un travail à... C'est ce que tu voulais dire ? Bah oui. À 3. Donc je te laisse l'expliquer. En fait, c'est juste aussi pour la dimension collective, en fait. Il y a le trapèze volontaire, mais même dans les voltiges aériennes, aérien fixe à part. Mais il y a toute une dimension collective, ne serait-ce que donc les binômes pour le canadien 4 coréen, donc qui est important, mais il y a aussi la personne qui va venir longer, qui va apporter un regard acrobatique, pareil pour le trapèze volant. Et le trapèze volant, c'est vraiment une discipline qui est dite collective, et à deux on peut pas travailler, donc il faut être minimum 3. Plus on est de fous, comme on dit, plus on rit. Et après les aériens fixes aussi, on est un petit peu seul effectivement sur notre agrès. Par contre, il y a toujours des gens avec qui on peut échanger, et c'est ça aussi qui est assez chouette dans la voltige aérienne, mais aussi dans le cirque en général, comparé à la danse où c'est quand même un peu la compétition, même si ça tend à ne plus être un petit peu comme ça. En tout cas, moi, de mon expérience, je trouve que le cirque, ça amène un côté collectif, un côté bienveillant, respectueux. Bon, après, les gens sont des artistes et il y a des égos, mais voilà, je trouve qu'il y a une entraide, quelque chose, il y a un partage. Et c'est aussi ça qui m'a plu dans ces disciplines de voltige aérienne. Après, moi, je trouve qu'il y a une compétition quand même dans le trapèze, mais une compétition saine. Ça veut dire, si lui il y arrive, pourquoi moi j'y arrive pas ? Et il va me regarder, il va me dire, ah mais moi je fais comme ça, et ça nous aide à nous pousser vers le haut, mais c'est pas une compétition comme c'est ça qui est très différent avec la gym, où ça joue à l'orteil, et qu'il faut être le meilleur. Mais il y a aussi un côté artistique, il n'y a pas que la technique, il y a de la technique, mais pas que ça. Et moi, ce que j'aime dans le trapèze volant, c'est que j'ai rarement ressenti cette compétition malsaine. Mais la compétition qui te permet de te pousser à toi plus, te dire, ah mais lui il y arrive, pourquoi moi j'y arriverai pas, je suis pas moins que lui. Et c'est motivant de voir les autres. Moi je trouve que c'est intéressant. Faire les choses. Vous apprenez ensemble en fait aussi, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. C'est chacun. On se pousse les uns mutuellement, les uns et les autres, les unes et les autres. Et aussi, oui, effectivement, c'est pas la compétition. Donc déjà, le trapèze volant, c'est une discipline artistique et culturelle, comme le cirque, c'est une discipline culturelle. C'est pas une discipline sportive. Ça rentre pas dans le champ d'action du sport, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de compétition. Malgré que dans certains pays, par exemple, tout ce qui est aérien fixe, il y a de la compétition. En tout cas, en France, ce n'est pas le cas. On fait partie des arts. Et c'est faux que ça reste comme ça, pour moi.
Et du coup, voilà, c'est vrai que, comme dit Dianis, on se motive à aller toujours plus loin, toujours plus haut, mais toujours ensemble, en fait. Il y a quelque chose un peu de l'ordre... Ouais. L'entraide, quoi. Ouais. Tu définirais plus comme un sport, enfin, tu vois la partie très sportive, parce qu'aussi, c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup au niveau du corps, vous subissez aussi beaucoup de choses, enfin, des fois aussi, il y a des blessures, des choses comme ça... C'est assez intense, quoi, niveau corporel. Niveau corporel, ça équivaut à des sportifs de haut niveau. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Notre corps, c'est notre métier. Si on est blessé, ben, on ne peut pas en faire. C'est mon cas. C'est notre métier, mais en plus de ça, on est intermittent du spectacle. Et du coup, pour la majeure partie des artistes, il faut garder son intermittence. Donc voilà. Après, c'est sûr que c'est pas un gage de se mettre en mauvaise santé, mais effectivement notre corps, notre outil de travail, et du coup on y prend soin. Pour y prendre soin, on fait attention à notre hygiène de vie en général. On essaie, c'est pas toujours voilà. On aime bien faire la fête aussi, en tout cas, les circassiens. On fait quand même de l'entretien physique, quoi, de la préparation physique. On passe du temps sur nos agrès. Et c'est important pour la condition, quoi. Et pour que nos corps puissent perdurer dans le temps. Il y en a que c'est leur métier principal dans notre compagnie. D'autres où c'est par la passion, ils ont un autre métier alimentaire à côté et ils sont artistes en plus. Ils ont cette volonté d'être artistes, mais on n'est pas tous intermittents. Intermittent, c'est un statut, c'est encore autre chose. On est artistes de cirque. Artiste, oui. Et après, certains, ils ont le statut intermittent parce qu'ils vivent que de ça, et d'autres qui ont un travail à côté, machin, mais qui ont un autre statut, mais qui sont quand même artistes. Mais après, effectivement, notre métier, on est artiste de cirque, on n'est pas intermittent du spectacle. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Sous le régime de l'intermittence, on a plus de temps dédié à travailler à s'entraîner, mais aussi à travailler les spectacles qu'on va créer, etc. Parce qu'il faut qu'on crée du revenu, hein. Faut qu'on crée nos spectacles, faut qu'on crée nos réseaux, etc. Alors qu'effectivement, il y a d'autres artistes qui font autre chose à côté, et c'est tout à fait louable, et je suis pas en train de critiquer ni de dénigrer, mais il y a aussi une réalité qui est telle que de faire un travail à côté laisse un tout petit peu moins de temps que ce qu'un artiste peut faire, que ce qu'un intermittent a, entre guillemets, plus de temps de faire. Après, c'est une question d'organisation, hein, on va me dire, mais voilà, ça c'est mon point de vue après. On fait pareil de l'autre côté ? On va assembler, on va tout tirer. Si demain je me blesse, à part du cirque et de la magie, et je sais rien faire. C'est pas que je sais rien faire, mais j'ai aucune compétence particulière. J'ai toujours été intéressé dans le trapèze de construire la structure, pas la construire, mais tout ce qui était la maintenance, monter un trapèze, le démonter, tout l'entretien, je savais faire. Mais si quelque chose arrivait sur le structurel, je pouvais pas agir. Donc j'ai dit pourquoi pas essayer de faire une formation de soudeur. Si ça me plaît pas, mais au moins j'aurais essayé, et en fait j'ai adoré. Donc les formations que j'ai plusieurs formations de soudeur en plusieurs procédés, TIG, semi-auto et électrode enrobée, sur plusieurs métaux à alliage, alu, inox, acier. Et je les ai fait en plusieurs fois, parce que ça prend du temps. La première c'était 3 mois, j'ai appris vraiment un truc. Et après, j'ai fait une formation professionnelle de 6 mois. Après, j'ai refait un autre stage de 3 mois. Ma compétence est soudeur. Elle n'est pas concepteur. Après, le fait de faire du trapèze volant, je connaissais les dimensions, donc j'ai commencé à concevoir. Mais des fois, on conçoit quelque chose, mécaniquement parlant, ça tient. Mais à la pratique, ça bouge trop. C'est vraiment un métier. Je suis pas ingénieur, voilà, je me fais aider. Là, vous venez présenter l'ère d'après. Ouais. Et justement, il y a une assez importante structure qui fait à peu près 7 mètres de haut, c'est ça ? Ouais. 7 mètres 25, je crois. 7 mètres 25.
tout à fait. Tout en haut. Quel est un peu le processus créatif quand vous partez sur une création? Est-ce que vous partez plus de la structure ou est-ce que c'est des envies de chaque interprète? Enfin, il y a plusieurs cas de figure, j'imagine, différents. Ouais, c'est un peu des deux. Ouais, tous les cas de figure sont bons, ça dépend. Nous, cette structure, elle a été fabriquée pendant le Covid et elle a été fabriquée totalement à l'origine pour qu'il y ait une structure assez complète, on puisse tout faire, que ce soit autant du spectacle que de l'enseignement. Donc on est parti de cette structure-là où on avait imaginé tout ce qu'on pouvait faire dessus. Il y a du machinois, on peut monter sur le mât. Pas dans cette version-là du spectacle, mais il y a une balançoire qui peut être sous la plateforme. Il y a plusieurs cadres. Mais c'est après, avec la structure, qu'on a pu travailler sur ce qu'on allait faire autour, même si on avait pensé sur les spectacles, on pense au thème. Mais qu'est-ce que la structure nous permet? Et on fait du travail de recherche dessus. Oui, après, à la base, cette structure-là, elle a été aussi réfléchie. Bon, là, elle est pour l'heure d'après, mais elle a été aussi réfléchie dans le cadre du spectacle Vie dans le vide, qui est sorti en 2022, pour lesquels là, actuellement, n'est plus en diffusion. La structure, là, sur Vie dans le vide, elle a une écriture particulière, enfin, c'est un personnage particulier dans le spectacle de Vie dans le vide, dans l'art d'après aussi, mais elle est plus utilisée vraiment comme une structure à part entière et les artistes s'amusent dessus. Drop, par exemple, qui est notre deuxième spectacle, qui est sur un trapèze grand volant, donc pas sur celui-là qui est un trapèze mini volant. C'est aussi une structure qui était un personnage en part entière dans le spectacle, puisque dans le spectacle, la structure évolue au fur et à mesure en hauteur. Oui. Voilà. Ça, je me rappelle, monter. C'est vrai qu'on a, sur les deux premières créations qu'on a fait, Vie dans le vide et Drop, on aime bien que la structure, tout le spectacle, elle reste pas identique. Elle n'est pas figée, elle a une vie un petit peu. Dans l'air d'après, non. Elle n'a pas été créée pour Vie dans le vide. Non. Elle a été adaptée, après on a fait des modifications par rapport à des demandes techniques. Et il y a des choses qu'on a faites et qu'on s'est dit, ah ben tiens, vu comme ça a été construit, ça nous permet de faire ça, tant mieux. Mais on l'a pas créé pour ça à la base. Mais on avait la volonté de faire un spectacle. Donc on avait déjà imaginé d'avoir une structure assez complète où on peut faire plein de choses dessus. Cette structure, elle a été créée aussi pour faire un spectacle à la base, à la suite d'un accident qu'on a vécu en 2019. C'est une énorme structure de trapèze volant qui est tombée lors d'un démontage avec un artiste qui a été accroché dessus et qui va très très bien, qui est au plateau avec nous sur l'heure d'après. Et en fait, partant de là, on s'est dit, bon, il faut qu'on ait une certaine résilience à avoir vis-à-vis de ça. Et du coup, on a dit, on va monter un spectacle. Donc, Yanis a eu la volonté aussi d'inclure dans cette structure une petite partie, ça c'est peut-être toi qui vas raconter. Dans des parties de la structure qui ne sont pas les parties les plus importantes mécaniquement parlant, des parties de métal de la structure qui étaient cassées. Ah d'accord. Alors c'est des petits clins d'œil, petite référence, mais et on a pris des parties saines de cette structure-là, mais ouais, je trouvais intéressant vu on commençait dans le processus de au fur et à mesure j'avais commencé des constructions de cette structure-là avant qu'on décide que ça aille sur ce thème-là. Dans Vie dans le vide sur le thème la chute structurelle, la chute structurelle, machin. Et au fur et à mesure que ça se peaufinait, moi je continue à faire la structure et j'ai rajouté des pièces. La structure qui est tombée était une structure qui a eu une grande vie, qui a fait le tour de l'Asie, qui appartenait à une grande compagnie française de cirque, de trapèze volant, les Arceaux, qui sont un peu, j'allais dire, nos modèles, ou en tout cas pour moi, si je parle à mon nom, c'était garder un peu cet thème-là de cette structure-là dans la nôtre. Et comme vous dites, oui, c'est vraiment le personnage à part entière, la structure aussi, c'était donner aussi un petit sens, une petite référence. Oui, c'est ça. En plus. Bon, ça, après, c'est plus un entre-soi, mais c'est vrai qu'on aime bien en discuter. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, de se dire, bon, ben voilà, malgré cet accident qui s'est passé, on a eu l'envie de créer et d'avoir une certaine résilience, quoi. Et c'est comme ça que, en tout cas, la première création, c'est ce qu'on a fait. L'air d'après, c'est une forme, en fait, à la base, c'est une forme un petit peu légère des labos de recherche qu'on avait pour Vie dans le vide, sur des choses qu'on n'a pas forcément gardées dans le spectacle. Mais en fait, il s'est avéré qu'on nous a demandé de faire comme des démos, comme des démonstrations. Et on s'est dit, bah tiens, est-ce qu'on a
pas garder dans la création initiale, pourquoi pas ne pas le réutiliser comme matière sans forcément à ce qu'il y ait un propos particulier, mais le réutiliser comme matière parce que c'est quand même de la recherche que nous on a faite lors des résidences et aussi dans d'autres temps où on a réfléchi, où on s'est amusé sur la structure, pas forcément en période de création. Et voilà, c'est l'ère d'après, c'est un peu un mélange de toutes nos recherches et comment on a arrivé à construire quelque chose assez fun, assez léger, une ode à l'amitié, à l'instant présent, alors même si ça s'appelle l'ère d'après, parce que justement l'ère d'après c'était après le Covid, et du coup il y avait ce petit clin d'œil de après le Covid, quelque chose qui tend de l'après, quelque chose de qui la a... reconnexion aussi ouais. Oui, et de la reconnexion plutôt au présent ça, aussi. ouais. Mais ça, c'est nous qui le savons, parce que si on regarde, t'as vu la répète hier, Oui, j'ai vu la répète. il n'y a aucun sujet avec le Covid ou Non, machin. non. Ouais. Mais c'était nous dire vouloir reprofiter d'être ensemble, reprofiter après tout ces de se confinements. retrouver, On le sent quand même qu'il y a du jeu, qu'il y a du ludisme, c'est vraiment sur l'humain et que ça reconnecte entre chaque individu. Ça raconte des histoires, plein d'histoires avec le corps aussi, le mouvement et tout ça. Mais c'est sûr que c'est plus facile de parler de collectif et de collectif, d'humain, d'amitié sur du trapèze volant. Que de faire sur du trapèze volant, traiter un sujet d'individualisme. Ça serait peut-être un bon challenge à faire, mais traiter d'individualisme sur une discipline qui à la base est collective, ce serait moins simple. Donc on est allé aussi dans ce que nous évoque le trapèze volant. Avec les individualités de chacun. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Mais effectivement, c'est compliqué de faire autre chose que du collectif. Et de toute façon, nous, c'est quand même le collectif qui nous anime en fait dans Crazy, c'est parce qu'on est une association, parce qu'une association c'est un collectif qui se regroupe pour un intérêt commun, qui répondent à une petite partie de l'envie de la population ou une énorme. Hein. Ça serait très compliqué de se dire on fait une individualité quoi. Mais après on a préféré s'orienter sur le mini-volant, malgré que notre discipline à la base première ce soit le grand, parce que il y a l'installation. C'est beaucoup plus rapide d'installer un mini-volant et de le transporter qu'un grand volant. Et aussi parce qu'il y avait ce rapport qu'on a plus difficilement au grand volant, ce rapport entre les airs, mais le sol. Le mini-volant, on est quand même assez proche du sol et on peut travailler au sol, faire des choses au sol pour remonter après à la barre. C'est pour ça qu'on avait pensé à des machinoires. Et il y a tout un jeu qui peut se passer au sol. Au grand volant, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, hein, mais... nous, c'était vraiment axé sur ça. Quasiment tout le travail de la première création, c'était entre le sol et l'air et la différence entre les deux. Oui, et puis parce qu'aussi on était une petite compagnie émergente et qu'on ne nous connaissait pas aussi politiquement parlant. Et que déjà, logistiquement, un grand volant, c'est énorme à porter. Il faut quand même une grosse équipe. Voilà, par exemple, Drop, on est 11 au plateau, on est 16 en tournée. Sur Vide dans le vide, on est 9 en tournée et 7 au plateau. Sur l'heure d'après, on est 6 au plateau, ça n'a pas besoin d'une grande compétence technique derrière. Il y a juste un régisseur qui là chapeaute la tournée. Mais il y avait aussi cette façon de se dire, il faut quand même, pour notre première création, pour qu'on soit aussi repéré sur le réseau qu'on a choisi, là, en tout cas pour Vide dans le vide, qui était le réseau... des créations contemporaines, de la création actuelle, on s'est dit il faut quand même qu'on démarre tranquille quoi, quelque chose à la hauteur de nos moyens. Les moyens de ceux qui pourraient nous programmer et aussi, sans nous connaître. Sans nous connaître, parce que c'est un immense pari pour des programmateurs et programmatrices de programmer des artistes émergents. En plus, c'est des artistes où la majorité ne sortent pas d'écoles préparatoires ni d'écoles supérieures des arts du cirque. Il y avait toute une réflexion autour de ça. Ça ne veut pas dire que les artistes autodidactes ne sont pas de bons artistes. Pas ça du tout que je veux dire. Voilà, je suis artiste autodidacte, je me considère pas comme une artiste dégueulasse, mais c'est sûr que les artistes qui sortent d'école, ils ont appris, ils ont fait des années d'études, donc forcément, il y a un crédit supplémentaire à leur apporter, c'est tout à fait logique. Et ça peut être un frein, justement, d'être un peu autodidacte. Ça peut être un frein pour les programmateurs, oui. C'est le réseau, toujours les questions de réseau. Et en fait, c'est normal. Hein. Oui. Ils prennent aussi un risque financier et d'accompagnement. Et on a réussi à
à boucler le budget et à ne pas perdre d'argent sur cette création. On a mis aussi une part de la compagnie, hein, forcément. Mais ouais, c'était un grand pari qu'on a réussi à tenir grâce à des efforts de tout le monde, des artistes qui ont été là et qui ont énormément travaillé sur la production, chargé d'administration de production, Danis qui a fait énormément de choses sur la structure pour l'adapter au fur et à mesure à Vie dans le vide, aux autres artistes qui étaient là au plateau qui apportaient leurs avis sur la mise en scène, les regards extérieurs qui ont été présents, la lumière, le son, voilà, leurs avis et leur travail de recherche, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail d'impro, de recherche sur la structure, vu que c'était une coécriture. Il y a une petite partie des artistes de Vie dans le vide qui ont participé à l'ère d'après au fur et à mesure. Et puis là, Vie dans le vide s'est arrêté. On s'est dit, bon, mais on va reprendre d'après. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus léger. Et dans le temps, plus facile à mettre en place. Et plus facile à mettre en place, ouais. Qu'une nouvelle grande création qu'on fera peut-être. Ouais. Hein. Et pareil, quand elle parlait de Cécile, de format plus léger, plus abordable aussi pour les programmateurs, parce que nous, on a fait le choix pour notre première création d'être dans le réseau des cirques contemporains et dans les scènes nationales. Actuelle. Mais après, il y a d'autres compagnies qui font de l'autoproduction, c'est totalement une autre façon de faire et que ça marche aussi bien. Nous, c'était pas notre volonté pour cette création-là. Parce qu'on n'avait pas les reins solides à la base. On n'avait pas les reins solides à la base. On savait pas. Parce qu'on pourrait en parler des heures, mais il y a plusieurs façons. Il y en a, ils vont dire, on va créer toute la période de création, on l'a fait sans être payé. Donc ça coûte pas d'argent en vrai, vu qu'on l'a fait sans être payé. Mais après, quand on joue, pareil, c'est les gens qui donnent soit au chapeau, soit un prix d'entrée, mais si les gens ils viennent jouer, ils viennent voir et qu'il y a de l'argent qui rentre, tu peux payer les artistes. S'il n'y a pas d'argent qui rentre, les artistes sont au courant, tu peux pas les payer. Donc c'est dans ce sens-là que c'est un risque. Par contre, dans les trucs, dans notre version avec les scènes, où c'est une programmation qui a été financée, coproduite, c'est coproduit qu'on dit. Oui. Et derrière, on est subventionné, les spectacles sont achetés, qu'il n'y ait personne qui vienne voir le spectacle, ce qui serait dommage, ou plein de monde, mais le spectacle est acheté et les artistes sont payés. C'est un choix de production qui est différent, qui se fait en amont aussi. Oui, c'est ça, et puis c'est une logistique après derrière. Hein. C'est-à-dire que l'autoproduction, tout est fait par les artistes. Alors que la production, les productions qui sont coproduites, on profite quand même d'une certaine aura des programmateurs et programmatrices. Oui. En fait, chaque production se valent, c'est juste qu'on a fait le choix parce que, on n'avait pas forcément et financièrement et le temps et l'énergie et tout ça pour pouvoir mettre en place une autoproduction. Et c'est pendant qu'on crée Vie dans le vide, où des programmateurs nous ont vus et qui, par nécessité ou par envie, parce que des fois il y a des spectacles annulés, ils ont besoin d'un spectacle à trouver assez vite, ou par envie parce qu'ils ont vu, ils ont dit là c'est un peu trop lourd pour nous financièrement et au plateau, est-ce que vous n'aurez pas une forme un peu plus légère avec moins d'artistes, plus courte? C'est comme ça qu'est né les premiers airs d'après. C'est une forme hybride, c'est-à-dire que c'est une forme qui se fait en fonction des artistes qui sont disponibles en fait. Il n'y a pas un seul casting. Les castings évoluent tout le temps. Alors évidemment, il y a des postes qui sont clés. Hein. Les porteurs et porteuses ce sont des postes qui sont extrêmement importants. Et c'est en fonction des disponibilités. Si un artiste n'est pas dispo, on va essayer de voir avec un autre artiste, etc. Donc, c'est dur quand on est nombreux. Voilà, c'est ça. On est 7 au plateau. Donc il y a 1 ou 2 jours d'adaptation, on va dire technique, mais la trame et le squelette du spectacle sont déjà écrits. C'est pour ça que c'est extrêmement léger aussi. Et puis en fonction des voltigeurs ou d'autres personnes qui sont invitées sur ce spectacle-là, on peut ajouter d'autres disciplines, donc de machinois, mais aussi des disciplines d'aérien fixe, comme la corde que je fais, ou alors le trapèze fixe, ou des sangles. Ou, voilà. Ça peut être très changeant, très mouvant. Tu l'as bien dit, il y a un squelette et après on peut adapter autour de ça que la version du spectacle, celle de Vie dans le vide. On était 7 au plateau, on avait un doublon en porteur qui pouvait faire, parce qu'il y a plusieurs porteurs dans le spectacle, donc qui pouvait faire plusieurs rôles. Et, on a eu un autre doublon à un moment. Et après, il y a eu un voltigeur qui a remplacé plusieurs voltigeurs, soit par manque de disponibilité, soit parce que des blessures, fatigue, soit des blessures pendant l'activité, soit des blessures en dehors. Et c'est vrai que c'est
c'était plus compliqué d'accepter une date et de trouver les personnes qu'il fallait, parce que c'était écrit différemment, il y avait vraiment un autre propos, que là c'est beaucoup plus malléable. En fait, dans le vide, c'était vraiment une création où on était complètement dépendants les uns des autres. C'est-à-dire que et c'est arrivé, s'il y a un artiste ou une artiste qui se blesse pendant le spectacle, on ne peut pas continuer le spectacle. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Vraiment, chaque artiste a vraiment sa valeur, sa fonction. Enfin, c'est pas sa valeur, mais je veux dire, sa fonction dans le spectacle. Et enlever un artiste parce qu'il s'est blessé au bout de 10 ou 15 minutes, on ne peut pas le continuer parce que chaque instant, tout le monde est tout le temps au plateau. Et voilà, tu restes pas longtemps sur le côté à rien faire. C'était une chorégraphie, quoi. C'était vraiment une chorégraphie, en fait. Ouais. D'après, c'est l'après-vie dans le vide, du coup. C'est vraiment une ode au présent, oui, une ode à l'amitié. Il n'y a pas de prétention, en fait, dans ce spectacle. On est là pour, effectivement, oui, se faire plaisir au public aussi. Montrer que, en fait, l'acrobatie, c'est quelque chose qui vraiment nous anime, parce qu'on est ensemble. On a voulu que ce soit quelque chose de vraiment très léger, très simple, assez contemplatif, que les gens y ressortent, que ça les ait touchés d'une certaine manière, parce que ils ont été touchés par peut-être notre symbiose ou notre ambiance, ou par le mouvement, ou par du beau, et c'est ok d'être touché par du beau, ou quelque chose de poétique. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de faire. Pas de prise de tête, ok, on y va, c'est l'instant présent. L'instant d'être tous ensemble et de partager 35 à 40 minutes, trop bien, ça fait trop du bien de voir ça. Surtout en plus par les temps, là, en ce moment c'est très anxiogène. Ouais. Et je trouve que la légèreté pour de l'aérien, ça passe très bien. Ouais. Par rapport à la place du cirque dans le paysage un peu culturel français, vous pensez que c'est assez représenté, ou est-ce que justement ça manque de voir du cirque, parce que souvent l'image traditionnelle entre guillemets que les gens ont, malheureusement c'est plus le cirque traditionnel un peu à l'ancienne avec les... Après, je sais pas si c'est malheureusement. Oui, malheureusement, ça fait partie aussi de l'histoire du cirque. Et ça dépend quel cirque. Il y a des cirques traditionnels qui techniquement sont très bien et qui... ça ressemblera plus à des performances individuelles de chaque personne. Mais après, avec chacun dans son numéro, peut-être un message ou pas, ça dépend. Et il y a d'autres cirques trad de petites familles ou qui ont racheté le nom d'un cirque important, qui, des fois, certains font pas forcément... J'allais dire, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais pas honneur. Il y a un cirque qui était venu une année sur les Quinconces. D'habitude, c'était Arlette Grus ou Kander qui venait. Là, c'était à la place, ils avaient voulu changer. Et quand on voit ça, nous, on se dit, quelqu'un qui voit du cirque pour la première fois, c'est pas mettre en avant le cirque. Mais c'est pas pour autant que le trad est pas bien. C'est une autre forme, c'est de la... c'est là qu'a commencé le cirque, en fait. Après, il y a eu des courants, il y a eu d'autres courants qui sont venus au fur et à mesure, parce qu'il y a eu un questionnement sur, effectivement, faire une succession de numéros. Bon, ça va bien 5 minutes, mais voilà. Ça a été des questions, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans l'évolution. Donc, il y a eu le nouveau cirque, qui a surtout été imputé par le Cirque du Soleil. Et puis il y a eu le cirque contemporain qui n'est pas maintenant plus trop contemporain, parce que ça fait plus de 20 ans que ça existe. Et on parle maintenant de plus de cirque actuel. Donc là où il y a une véritable réflexion, il y a beaucoup plus de théâtre, de danse, même de musique. C'est très actuel. Et ça raconte des histoires aussi. Ouais, ça raconte quelque chose au travers du regard de l'artiste ou du metteur en scène ou de la metteuse en scène, ou etc., avec une véritable écriture. Il y a aussi certaines compagnies de cirque qui re-questionnent aussi les codes du cirque traditionnel et qui les re-questionnent d'une manière beaucoup plus actuelle. Il y a beaucoup de compagnies aussi qui font de la monodiscipline.
Donc nous, par exemple, c'est du trapèze volant, de la voltige aérienne, mais il y a des compagnies qui font que du main à main, il y a des compagnies qui font que du jonglage, etc., etc. Donc il y a aussi ça, et puis les formes circassiennes, acrobatiques sont recherchées. Enfin, c'est pour ça que c'est toujours un mouvement. Et dans le panel culturel, dans la culture, on est de plus en plus représentés, ce qui est très bien, puisque les collectivités territoriales et les programmateurs font en sorte d'être plus représentés. Mais si on fait une comparaison, parce qu'on aime bien comparer en France, par rapport à d'autres disciplines telles que théâtre, surtout l'opéra ou le théâtre et la danse, on est, on va pas dire marginal, mais parce qu'il y a d'autres disciplines qui sont c'est encore plus compliqué. Mais oui, on est beaucoup moins représentés, alors qu'il y a énormément de compagnies et énormément de talents. Il y a pas mal de festivals. Maintenant, si quelqu'un qui a envie de rechercher et de voir du cirque sous n'importe quelle forme, il peut quand même facilement en voir et accéder. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas non plus, qui ne font pas cette démarche-là. Ils voient un grand chapiteau sur les quinconces, c'est un grand cirque, ils vont aller voir ça. Mais après, tout ce qui se passe autour, dans les petites villes, machin, il n'y a pas encore cette culture-là, ce réflexe, pour une grande partie, d'aller voir. Et alors qu'il y a des pépites, il y a des choses... Il y a de tout, ça plaît pas, mais il y en a assez pour tout le monde, pour que tout le monde trouve son compte. Si au travers du cirque, on peut essayer de ramener du public dans les théâtres, que ce soit des théâtres en salle ou des théâtres dans l'espace public, aller voir de la danse, aller voir, etc., ça serait super, en fait. Ça serait trop bien. Et c'est votre démarche avec Rizières aussi, avec toute la partie transmission aussi, c'est ça d'ouvrir aussi à l'origine, à l'origine, c'est ça. À l'origine, la compagnie a été créée pour faire de la transmission, pour faire découvrir cette discipline et partager. Comme j'ai dit, moi quand j'étais petit, j'aurais jamais imaginé que ça aurait été accessible d'essayer, et j'ai adoré. Et c'est de par l'infrastructure d'un trapèze volant, c'est compliqué d'avoir des lieux qui peuvent en proposer dans des écoles de cirque sous chapiteau. Ça peut, mais ça prend quasiment toute la place du chapiteau. Donc après, faire d'autres choses en même temps, c'est pas simple. En extérieur, c'est faisable, mais ça en dépend vraiment de la météo. Donc c'est quand même assez complexe de trouver des lieux où on peut en faire. Ça se développe de plus en plus. Et je pense que de là où beaucoup d'entre nous de Rizières sortent, pas tous, mais une grande partie des villages vacances, comme on parlait tout à l'heure, où ils proposent ça en loisir, comme du sport, et un peu plus comme de la consommation. Pour avoir les enseignants, ils les forment, et ils en forment beaucoup. Et de ceux qui sortent de ces villages vacances-là, après, si c'est ce qui était mon cas, tu dis si j'arrête, parce que le village vacances, ça m'a plu pour faire du trapèze volant, mais c'est pas ce que je veux faire. Si j'arrête, j'ai pas d'endroit où en faire du trapèze. Et c'est de là qu'on s'est dit, si on veut pouvoir continuer à en faire et sortir de cet univers-là, il faut qu'on crée notre truc et qu'on se lance. Et puis aussi, il y avait une volonté de Denis et moi qui était de pas avoir cette culture consumériste, justement, de la discipline, parce qu'en fait, nous, on avait aussi la volonté de se dire pourquoi dans les personnes qui vont faire du trapèze volant, il n'y aurait pas des artistes qu'on puisse sortir, ou des personnes qui iront en école ou qui vont se former à être enseignants. Et ça, c'est un pari réussi, puisqu'il y a des personnes qui sont au plateau actuellement et qui ont été nos élèves. Et ça, c'est trop bien, en fait. Du coup, alors c'est très petit, mais c'est quand même notre volonté. Et du coup, à contrario des villages vacances, où c'était vraiment une culture de consumérisme événementiel, il fallait absolument rattraper sa figure, et que en fait c'est pas du tout la personne qui pratique qui fait le travail, c'est les personnes autour. C'est ok, il y a pas de souci, c'est une façon de fonctionner. Nous, c'était pas notre volonté. C'est pas le même format. Les gens sont là une semaine. Oui. Ils vont pas apprendre à faire du trapèze dans une semaine, donc on les aide beaucoup plus pour qu'ils y arrivent et qu'ils découvrent les sensations. Mais c'est sûr que c'était pas notre volonté de faire ça. Nous, au sein de la compagnie, c'était vraiment les longes, donc ce qui nous met en sécurité. Pour nous, c'est vraiment une sécurité.
Et dans les villages vacances, souvent c'est ce qui aide à faire la figure. C'est la différence. On va commencer en se balançant, simplement, découvrant les sensations. Et puis on verra avec les mouvements de chacun et de chacune. Lâchez votre main et attrapez la barre. Voilà. 1, 2, 3. C'est bon. On a attendu. C'est des mouvements rapides, c'est juste des jambes que tu balances. Le trapèze volant, on le doit à un Français, à un Toulousain. Merci beaucoup pour Merci à vous. et bravo à vous. Eh bien, Cécile, Yanis, merci beaucoup pour cet échange, c'était super intéressant. Merci à toi. Et du coup, on peut vous retrouver vos actualités un petit peu sur Instagram. Vous avez aussi un site internet que je vais mettre en barre d'infos. Vous avez peut-être des actualités pour la rentrée. Je vais lui c'est... Ouais, c'est elle qui gère. Donc oui, on est présent sur les réseaux Facebook, Instagram. On a un site internet qui est compagniecrazyr.com, donc CRAZY, la lettre R.com. Sur les réseaux, vous pouvez nous trouver sur Crazy Air aussi, CRAZY, espace à la lettre R. Voilà, un pote de voltige aérienne, c'est un petit bonhomme suspendu par les genoux. Notre rentrée se fait le 2 septembre pour les trapèzes volants, pour les adhérents de trapèzes volants, et la semaine d'après pour les aériens, puisqu'on donne aussi des aériens fixes. Donc le trapèze volant, c'est à la Cité Bleue, au 176 rue Achard Al H, 33 300 Bordeaux, quartier Bacalan, comme ça moi vous savez tout. Et les aériens se situent à côté de Darwin, entre Darwin et la Bastide-Niel, en face du 6 rue Jean Sabaro. Les aériens, c'est le lundi soir, et les trapèzes volants, c'est tous les soirs. De la semaine. Ensuite, on se retrouve, nous, on a une grosse période où on va à la première convention européenne de trapèze volant, qui va être à la Grand Combe et qui est organisée par deux compagnies, Les Lendemains et le Cirque Vost, qui sont aussi des compagnies de trapèze volant. Où il va y avoir plusieurs structures, c'est vraiment une convention un peu semi-pro-pro. Il va y avoir des tables rondes, il va y avoir des spectacles, il va y avoir des entraînements ouverts, des personnes vont pouvoir échanger, vont pouvoir essayer. Donc ça c'est du côté de Alès, donc c'est pas ici, mais en tout cas nous on va y être. Et puis ensuite on va rejouer l'heure d'après à Maison Lafitte. Voilà. Et à Paris. Ensuite, on va faire des stages de trapèze volant. Alors, ça sera plutôt octobre-novembre, mais tout est inscrit sur le site. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter directement sur notre adresse contact@compagniecrazyr.com ou directement à la référence scolarité qui s'appelle Agathe. Sachez aussi que nos cours sont ouverts à partir de 8 ans jusqu'à 88 ans. D'accord. Les cours de 8-12 ans, il n'y a pas de limite d'âge. Même pas 88 ans. C'est même plus. Voilà. Des centenaires. Exactement. Sachez, il faut juste savoir une chose, c'est que les cours de 8-12 ans sont sur le mini-volant. Et à partir de 12 ans, ce sont sur le grand volant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question de motricité, de taille. Et un enfant avec un gabarit de 8 à 10 ans n'a pas forcément la possibilité d'avoir une grande explosivité sur le grand volant. Mais le mini-volant permet d'avoir déjà une base technique pour après évoluer, etc. Donc ces cours-là, c'est le mercredi après-midi à 16h30. Et c'est pendant 1h30 et on vous encourage parce qu'il reste de la place. Notre volonté, là dans le lieu actuel où on est, c'est aussi d'avoir de la hauteur. On a 17 mètres sous plafond. Donc c'est aussi un lieu d'entraînement libre. Si des artistes ou des amateurs veulent venir s'entraîner, il faut contacter la compagnie. Il y a des créneaux, il y a des règles, des tarifs, mais on le prédispose plus pour de l'aérien. Mais on a déjà accepté d'autres disciplines parce que le but c'est que le lieu y vive et on n'est pas élitiste que pour l'aérien. Mais vu que c'est ce qui demande le plus de hauteur, on privilégie plus pour ça, vu que nous on a la hauteur. Du 14 septembre, on proposera des baptêmes lors du festival Gribouillis organisé par le Garage Moderne.
que le garage moderne, ce sont nos voisins. On est dans la même halle, C'est le coloc. et une grosse coloc. Et voilà, donc on est aussi présent lors de ce week-end-là pour faire des stages. D'accord. Des baptêmes, Des pardon, baptêmes, ouais. des baptêmes, voilà. On mettrait toutes les infos dans la description Et comme ça. s'ils veulent nos infos automatiquement, Ouais. ils nous donnent leur adresse mail et ils On peuvent inscrit recevoir la les newsletter. newsletters. Ok. Et tout. Bon, alors du coup j'ai un petit rituel dans ce petit format d'artiste en lumière. Je demande souvent aux artistes de réfléchir à une petite phrase, une petite citation qui peut représenter un peu l'ADN du coup de Crazy Air. Mhm. Donc voilà, je vais vous inviter à la noter sur ce carnet, juste D'accord. ici. Ça tombe bien parce que nous, c'est une phrase qu'on a déjà réfléchi avec les élèves, avec les profs, qu'est-ce qu'ils nous présentaient. Eh ben super. Faut que je fasse de photos orthographiques. Je vais vous laisser et je vais vous retrouver peut-être bientôt pour un nouvel épisode d'Artistes en lumière. D'ici là, n'oubliez pas de continuer de cultiver votre curiosité, de rêver, de créer et surtout, ouvrez grand vos yeux. Salut!